Une institution qui illustre parfaitement l'adage « tout vient à point à qui sait attendre ». Esquissé il y a plus de 30 ans, annoncé en 2010, le Sénat n'a finalement vu le jour qu'en 2016. Après la première législature, la seconde a récemment fait sa rentrée lors de la première session ordinaire de 2025, l'occasion de tirer un bilan des activités de 2024 et d'ouvrir les perspectives de cette année. Pour ce faire, je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Mamoudien Traoré, président du groupe parlementaire RHDP au Sénat. Vénérable, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions plutôt pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin. On va d'abord parler du Sénat dans son ensemble, si vous le voulez bien. Le Sénat est souvent perçu comme une institution éloignée du quotidien des citoyens. Alors, quels efforts les sénateurs déploient-ils pour renforcer ce lien de proximité avec les citoyens? Oui, je voudrais juste quand même préciser que éloigner du quotidien des populations, ce n'est pas tellement la vision que nous avions. Cependant, véritablement, la mission du sénateur, mal connue, mal perçue des populations, d'accord. Ou en d'autres termes, le sénateur n'est pas très bien connu des populations, d'accord. Et cela, nous le justifions tout simplement par le mode d'élection des sénateurs. Vous savez, à la différence, les députés sont élus à un suffrage direct. Oui. C'est l'ensemble des populations, des électeurs d'une région qui sont concernés. Donc, il y a créé tout un enthousiasme, il y a toute une mobilisation qui se fait. Alors, on a le regard très vite sur les députés élus dans la localité. Par contre, quand il s'agit du droit du sénateur, de l'élection du sénateur, c'est un second collège qui va pour les élections. C'est les élus au niveau des conseils régionaux, c'est au niveau des municipalités, c'est ce collège-là déjà qui intervient. Donc on est dans un système de suffrage indirect qui fait que la mobilisation n'est pas aussi importante, donc il n'y a pas beaucoup de communication et très vite véritablement on n'a pas une très bonne perception de l'image effectivement ou de la personnalité du sénateur dans une localité. Voilà donc la première des difficultés. Ce qui fait que nous sommes en somme conscients et nous essayons aujourd'hui véritablement de pallier à ces éléments-là, du fait des missions qui nous sont assignées. Quand, au regard des missions qui nous sont assignées, nous sommes effectivement dans l'obligation de mener des actions vers les collectivités, vers les populations et encore, je dirais même, parce que la mission du Sénat va nous amener juste à établir des relations, à être des représentants, même des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé des collectivités. La plupart des sénateurs, si je ne me trompe pas, sont issus des collectivités territoriales. Alors, comment ils font remonter les préoccupations des citoyens aux actions, aux instances législatives? Oui, mais quand vous me dites qu'ils ne sont pas issus, je ne veux pas dire qu'ils sont forcément des membres des collectivités. Ce n'est pas évident qu'ils soient membres des collectivités. C'est des politiques, effectivement, qui sont désignés par des conseillers municipaux au niveau des collectivités. Oui. C'est vrai. Et le Sénat est aussi la représentation de ces collectivités. Alors, donc, pour la plupart des actions qui sont, comme vous l'aviez dit, quel est l'ancrage qui se fait, mais nous avions, au niveau du Sénat, à débattre de tout ce qui concerne effectivement les réformes qu'il faut. Nous avions très souvent tenu des ateliers et très bientôt, nous avons envisagé l'organisation pour cette année, un forum sur les collectivités. Je vais être peut-être plus précis en vous expliquant que dans le cadre de nos activités, et là, cela risque d'intégrer nos activités un peu politiques au niveau du Sénat, je parle spécifiquement du groupe, mais nous avions, dans l'élaboration, dans la mise en œuvre d'un plan stratégique ou de la matrice d'activité, nous avions des missions à organiser à l'intérieur, à la rencontre effectivement de ces collectivités. 6 régions ont déjà été visitées, mais le programme va nous amener à visiter d'autres régions au niveau de ces collectivités. Il y a des échanges qui se font afin de porter effectivement les besoins ou alors les besoins de ces collectivités au niveau de l'Assemblée, de sorte à en faire des projets de loi si cela devrait être le cas. De manière générale, la communication des décisions et des actions du Sénat reste un enjeu majeur. Que fait le Sénat et le groupe parlementaire RHDP également pour améliorer l'information du public sur les 10 travaux? Sur les 10 travaux, il faut le dire, c'est d'abord l'approche que nous faisons. Si nous entrons dans le cadre du groupe parlementaire, alors là, je serai beaucoup plus à l'aise parce que la question portée par l'institution nous amène à une autre stratégie de communication.
Pour ce qui nous concerne, au niveau du groupe parlementaire, il faut dire que tout est parti d'ateliers. Nous organisons par moment des ateliers sur lesquels nous invitons la presse pour définir effectivement les actions que nous voulons mettre en place. Je vais vous le dire, effectivement, au mois de mars dernier, finalement, nous avons tenu un premier atelier au niveau du groupe parlementaire qui servait de lancement de l'ensemble de ces activités. Au niveau du lancement de ces activités, nous prenons en compte des éléments essentiels, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est une matrice qui va se concevoir autour des axes stratégiques. Et dans la mise en œuvre de ces axes stratégiques, il y a le 5e axe que nous avions, ou le 4e, il y a le 4e axe qui porte sur l'intensification de la communication et du renforcement de la solidarité entre les membres. Et c'est à ce niveau que nous essayons véritablement d'être en contact au maximum avec la presse. Nous essayerons, plus tard même, comme nous le disons, en plus des missions que nous avions à l'intérieur, mais signer des types de parts. Parce qu'il ne faut pas oublier, la communication a un prix. Et ça, la communication, vous le savez autant que moi, hein, oui. La communication a un prix et le groupe parlementaire le fait à la limite de ses possibilités. Oui. Mais le relais essentiel est porté effectivement par le Sénat. La preuve, ma présence devant vous aujourd'hui résulte d'une volonté du directeur de la communication, je dirais même de la présidente du Sénat, qui a bien voulu autoriser cette présence-là. Donc je crois que c'est des étapes que nous avions afin de pouvoir approcher davantage les populations pour qu'elles comprennent au mieux en mieux la mission assignée aux sénateurs et à l'ensemble même du Sénat. Alors, je le disais en introduction, nous sommes en 2025. 2025, c'est une année assez spéciale pour la Côte d'Ivoire. On approche des élections. Alors, comment le Sénat, en tant qu'institution, peut-il jouer un rôle dans le maintien d'un climat apaisé et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire? C'est un appel qui nous a été lancé déjà par la présidente du Sénat, son Excellence Kandia Camara, qui, lors de la séance d'ouverture, rentrée solennelle, a invité tous les sénateurs à investir le terrain en vue effectivement de porter un message d'apaisement. Vous savez, pour chacun de nous, sénateurs, et même pour chacun de ces Ivoiriens que nous sommes, nous espérons véritablement voir aller à ces élections la fleur à la boutonnière. La fleur à la boutonnière dans un climat apaisé pour que véritablement se fasse aisément le jeu démocratique. Les missions qui vont être envisagées, c'est clair que c'est très bientôt que, pour ce qui concerne spécifiquement le groupe parlementaire RHDP, nous allons lancer des missions. 10 régions seront visitées très bientôt par des sénateurs en vue de faire un appel à l'apaisement. À l'apaisement, pour que, comme je le dis, ces élections puissent se dérouler dans la paix. Et pour ne pas exagérer, de reprendre mon image encore, et que le soir du 30, nous allons à la fleur à la boutonnière porter allègrement notre vote. Le Sénat est souvent associé à la sagesse, de par l'âge, il faut le dire, de ses membres. Est-ce que vous pensez que cette image de sagesse, de personnes expérimentées, peut-elle avoir une véritable influence sur les populations dans un climat électoral comme nous le connaissons? Enfin, là, on est dans le contexte préélectoral, mais on s'approche vivement de ce contexte-là. Oui, mais je pense que c'est vrai qu'il est dit que c'est la maison de la sagesse, relativement en faisant allusion à l'âge. Mais je crois que des sages, on en retrouve un peu partout aussi. Ça, c'est clair. À l'Assemblée aussi, quand même, on n'est pas dans une remise en cause permanente. Je ne sais même pas si c'est ce qui amène à le dire. Mais chacun agit conformément à ses textes. Et je crois que l'élément essentiel, c'est la mise en place d'un autre C au niveau du Sénat. Je parle par exemple du groupe parlementaire, le respect des règles et de la discipline. Un élément essentiel, c'est la gestion au niveau d'un groupe parlementaire. Le groupe parlementaire, pour revenir là-dessus, je dirais que c'est simplement une organisation de parlementaires au sein d'un parlement qui partagent la même affinité politique et qui se retrouvent dans un parti. Ça peut être le fait des alliés aussi. Donc, lorsque vous retournez dans ces conditions-là, quelle est la mission première que vous donnez? Nous, sans être extrême, nous disons que l'une des premières missions que nous avions dans l'intérieur d'un groupe parlementaire, c'est d'abord de veiller à la conformité politique des textes et des lois. Parce que, représentant d'un parti politique, nous voulons voir si les actes qui émanent du gouvernement sont conformes à notre vision politique. Si cela est, nous accompagnons seulement ces textes. Si cela n'est pas, nous pouvons faire accompagner de certaines recommandations.
Voilà à peu près, le débat existe. Le débat existe, la sagesse n'est pas l'expression ici d'un civisme total ou d'un applaudissement à chaque texte. Non, nous nous engageons dans la compréhension de ces textes. C'est pour cela que, peut-être pour faire un peu la différence, je vais vous expliquer un peu la méthodologie que nous avons mise en place. Avant que nous puissions aller à une commission permanente, qui est l'organe donc de l'Assemblée qui va évaluer un projet de loi, le Sénat ici, le groupe parlementaire s'organise dans ce qu'il appelle les commissions techniques. Les commissions techniques nous permettent de faire l'analyse d'un texte de loi. Nous pouvons avoir des insuffisances dans la compréhension. Et là, nous faisons appel à un expert extérieur qui vient échanger avec nous. De sorte que nous ayons vraiment la maîtrise totale des actes que nous voulons porter. Peut-être que cela peut faire un peu la différence, mais voilà à peu près comment nous procédons. Cela nous peut peut-être agir dans une logique de sagesse, peut-être bien que c'est cela, mais je crois qu'il y a cette contribution forte que nous avions à vouloir vraiment nous instruire, comprendre l'essentiel des textes, comprendre même par moments nos limites par rapport à un texte pour faire appel à un expert à l'extérieur. Cette pratique va dépendre au comportement de chacun de nous, si bien que, et puis à cela vous ajoutez l'âge, comme vous l'aviez, il a été soutenu, quand bien même je vous ai présenté le plus jeune sénateur aujourd'hui, qui est passé dans notre émission. Je dirais qu'il est même le plus jeune parlementaire, en réalité. Ben, c'est avec lui, et vous comprenez qu'avec ce dispositif-là, nous pensons que nous avions des arguments véritablement d'aller vers nos parents, d'aller vers les collectivités, les populations, pour leur parler d'apaisement. En parlant de population, les jeunes et les femmes sont des catégories de la population qui sont souvent en attente d'un meilleur engagement politique. Quelle est votre approche pour les impliquer davantage dans la dynamique institutionnelle du Sénat? Bon, la dynamique institutionnelle, je le dis, il y a une promotion que nous faisons au niveau des jeunes. On a les deux plus jeunes sénateurs. Il y a un qui est au bureau avec la présidente, qui est un des secrétaires. Et puis l'autre plus jeune, c'est le secrétaire du groupe parlementaire. Monsieur Diaby Monsieur Diaby, et puis l'autre, c'est Monsieur Baba Traoré. Mais ça, c'est vraiment des formes d'accompagnement. Il y en a beaucoup plus jeunes encore. Enfin, il y a beaucoup d'autres jeunes, mais c'est les deux plus jeunes. Je ne citerai pas les noms, mais vraiment, nous en avons assez, les jeunes. Et il y a cette promotion qui est faite dans nos équipes, dans nos organes de direction. Mais à cela aussi, il faut dire qu'il y a ces jeunes gens, le Sénat des jeunes, qui est très souvent présent à chacune de nos activités, que nous accompagnons, que nous échangeons, avec lesquelles nous échangeons. Je pense que tout ça peut-être pourrait prédisposer ces jeunes véritablement à s'inscrire dans ce type d'activité. Alors, vous avez répondu pour les jeunes et les femmes. Les femmes, écoute, je le disais par moment pour ce qui concerne l'action des femmes. Vous avez vu un peu le bureau du Sénat? 24 sénatrices. Non, 24 sénatrices. Mais quand je parle du bureau, je ne veux pas faire. Non, il y a une promotion. La présidente, c'est une femme, oui. Et sur les 6 vice-présidents, on a 4 femmes. 4 femmes, oui. Au niveau du bureau. Mais écoutez, on ne les retrouve pas à tous les niveaux. Nous en faisons véritablement, c'est des éléments essentiels. Et puis, elles sont assez fortes dans l'accompagnement qu'elles nous apportent. Les vice-présidents au niveau du bureau du groupe parlementaire aussi, nous avons des dames. Mais écoute, elles nous accompagnent, elles nous assistent. Je dirais même qu'elles nous servent de conseil. Quel bilan vous tirez du dialogue entre les différentes forces politiques au Sénat dans un contexte de consolidation démocratique et d'échéance électorale importante en 2025 ? Alors, au niveau des échanges avec les différents groupes, nous avions, malheureusement, je dirais que on s'inscrit dans une logique, certes par moment, de fraternité au niveau du Sénat. Comme vous l'avez dit, c'est une question. Mais l'adversité, la tendance politique, le conflit politique n'existe pas assez. Chacun fait preuve effectivement de jugement par rapport à la pertinence d'une loi. Il n'y a pas à créer des incidents qui n'ont pas de sens en réalité. Je crois que c'est tout ce qui me parle, c'est toutes ces caractéristiques-là qui font qu'on parlera d'une certaine sagesse. Nous avions, c'est vrai qu'il ne constitue pas un groupe parlementaire, mais nous avions nos frères du PDCI qui sont avec nous. Ils n'ont pas, parce qu'il faut le dire aussi, le groupe parlementaire obéit à des règles. Oui. Il faut les former, mais l'article 12 et l'article 15 précisent qu'il faut avoir à peu près 8 sénateurs pour constituer un groupe. Ce n'est pas le cas, donc écoute, mais il y a une collaboration avec elles. Il y a des déclarations qui leur sont autorisées
Nous les écoutons. Ils font des déclarations. Lorsqu'il y a un principe par rapport à un projet de loi, ils sont habilités à faire des déclarations. Ils nous font aussi des explications de vote s'ils le veulent. Mais véritablement, il faut dire que nous sommes dans un jeu démocratique, le respect de la minorité. Et c'est sur ces mots que nous clôturons la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause.